Nous sommes mardi 23 janvier 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudgou comme partout au Burkina Faso. C'est aussi jour de match pour les étalons du Burkina Faso. Auditeurs et auditrices de la radio WattFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT de multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. D'un des juges au Fava, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour Juge Boumba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, Juge Faha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Et pour cette deuxième audience, le tribunal de l'actualité a enrôlé 3 sujets pour vous. En première partie d'émission, il sera question du regard des juges sur le thème numérique dénommé e-thème 3 mois après son lancement. En seconde partie d'émission, il sera question de sport avec le dernier match des étalons déjà qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Et enfin, en troisième partie d'émission, il sera question du Sénégal avec le rejet des candidatures de Ousmane Sonko et de Karim Wade. Voici décliner les orientations pour cette deuxième audience du tribunal de l'actualité que je déclare ouverte avec l'étape des avant-propos. Juge Geoffroy Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est ce qui arrive sur nos voies. Ce qui nous a ramené au caractère impérieux d'être prudent, c'est l'accident de pas. On n'en a pas, c'est vrai, on l'a pas abordé ici au tribunal. Et on parle de 10 blessés, et plutôt 10 morts. 16 blessés graves et 35 victimes au total, c'est ce que nous disait l'AIB. Et quand on regarde, il y a aussi le communiqué du ministère qui rappelle qu'il y a une enquête forcément qui sera menée et rappelle aussi les uns et les autres à beaucoup de prudence. Vous savez, les compagnies de transport ou souvent les moyens que nous utilisons pour relier nos villes. Aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel Burkinabé, il peut vous citer de mémoire comme ça les compagnies qui ne sont pas rassurantes pour lui. Mais quand on dit qu'ils ne sont pas rassurantes, ce n'est pas parce que forcément le véhicule ou quoi est un problème. Mais ils sont connus pour employer le langage familier, faire la vitesse pour que tout le monde se comprenne. Mais ça ne peut pas être un signe caractéristique d'une compagnie. Et puis une compagnie ne peut pas avoir par exemple ce type de comment on appelle cela, voilà, ce type de réputation qui lui colle à la peau. Et que ça continue. Il y en a beaucoup à l'appel comme ça. Et quand on parle d'accident, automatiquement certains pensent à certaines compagnies. Et ça ne change pas. Je pense que ce n'est pas des éléments qui sont intéressants. Je pense que ces éléments-là viennent nous rappeler qu'il faut beaucoup plus de prudence. Il faut être sérieux. C'est parce qu'on est vivant que ce pourquoi on décide de voyager, on finit par le faire. Si on arrive entre 4 planches, je ne pense pas qu'on ait gagné du temps outre mesure. Donc vraiment, c'est beaucoup plus de prudence sur nos voies et vraiment les uns et les autres de bien regarder dans les choix qu'ils font. Vous savez, il y a un chanteur ici qui s'est fait taper dessus pour avoir employé un vocable que tout le monde connaît. Je ne vais pas citer ici parce que je ne vais pas me créer des problèmes. Donc même quelquefois, ce type de compagnie, c'est dit que ce type de services qui sont adossés à l'État ont quelquefois aussi cette réputation parce qu'on est tous à Ouagadougou. On voit, quand vous l'avez dans le rétroviseur, vous savez que celui-là, la façon qu'il est en train de venir là, c'est pas simple. Donc c'est une interpellation pour tout le monde. Et moi je pense que ce n'est pas bon que vous ayez une réputation comme ça qui vous colle à la peau et puis vous pensez que bon, vous pouvez continuer sans coup férir. Non, c'est pas bon. Et c'est aussi une interpellation. C'était mon avant-propos. Merci, juge Fabara. Juge Bernard Bouma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience au tribunal? Ce qui retient mon attention, c'est la CAN, mais c'est son côté. Cette CAN a une particularité. C'est son côté suspense, entretenu par ce que certains appellent les calculatrices. C'est un côté suspense qui est très élevé dans cette CAN, où après quelques matchs, on ne voyait que 2 équipes qui étaient qualifiées. Les autres
sont dans des probabilités ou des improbabilités. C'est des calculs, c'est si un tel a gagné, un tel a fait si un tel a perdu. Et puis même les détails au niveau du score, de comment est-ce que vous avez été battu, tout compte. Et donc, ça, c'est un aspect qui donne du piquant au jeu, parce que c'est ça aussi le jeu. C'est du suspense jusqu'au bout. Rien n'est encore plié, rien n'est encore gagné. C'est aussi la preuve que les équipes, ce n'est plus la période où on parle d'équipe Toka, d'équipe quoi. Non, non. Les équipes s'entraînent sérieusement, se concentrent dans leur préparation et mettent du sérieux et du contenu. Quand on regarde la prestation, attention. Donc, de grosses surprises et tout. Donc, c'est ce côté fun qui retient mon attention, et c'est ça aussi le jeu. Le suspense fait partie du jeu. Et puis bon, pour maintenant aller à une CAN, il faut sérieusement se préparer, parce que quand on regarde, c'est comme s'il n'y a pratiquement pas d'équipe favorite. En dehors, quand vous regardez, en dehors du Sénégal, champion d'Afrique, qui a pu tirer son épingle du jeu, le reste, regardez comment les autres se débrouillent pour pouvoir gagner, pour pouvoir passer. Donc, c'est ce côté, je dis bien cet aspect suspense-là qui retient mon attention. Certains appellent, quand on regarde les réseaux sociaux, vous voyez les symboles des équipes qui tiennent des calculatrices et qui sont ici. Il y a même certains, ceux qui font les web humoristes qui font des calculs au tableau avec des chiffres et des lettres. Et puis bon, c'est cet aspect fan-là que j'ai relevé comme avant-propos. Ça donne du piquant à cette CAN, c'est très bien d'ailleurs. Et c'est aussi ça, la passion du football. Et on y va pour cette audience du tribunal de l'actualité lancée le 20 novembre dernier, et bien dans l'optique de mettre un terme aux récurrentes ruptures de thèmes fiscaux qui causent des désagréments aux usagers et aux recettes publiques. L'utilisation du thème numérique dénommé e-thème ne se fait pas sans difficulté. Un communiqué de la Direction générale des impôts a rappelé ce 22 janvier l'interdiction de la vente des thèmes numériques déjà utilisés. Juge Bougma, le thème numérique est bien une réalité au Burkina, mais visiblement son passage vers le numérique ne se fait pas sans difficulté. Oui, mais c'est normal, tout changement c'est comme ça, et puis bon, on n'est jamais prêt pour opérer un changement, mais on commence. Et puis on rectifie le tir petit à petit. Les anglo-saxons le disent d'ailleurs bien, learning by doing, c'est-à-dire vous apprenez en faisant. Donc nous on est dans ça, le tir est lancé et maintenant on rectifie au fur et à mesure. Et donc effectivement quand le e-timbre a été lancé, les prix des anciens timbres, des timbres papier, ça flambait. Le timbre physique, le timbre de 200, ça se négociait à 800, parfois à 1000 francs. Après, c'est devenu à 400 dans certains points de vente. À côté, vous arrivez pour la légalisation, vous avez des gens qui ont des e-timbres. Il y en a qui sont venus seulement avec également le timbre physique qu'ils ont pu avoir. Parce que c'est utilisé pour les actes administratifs, pour les légalisations et tout. Donc, maintenant, la difficulté aussi, c'est l'accès au numérique. C'est ça la grosse difficulté. L'accès au numérique. Ils sont combien aujourd'hui qui ont besoin de faire une légalisation, qui peut s'asseoir de lui-même, générer son timbre numérique de lui-même et aller à la légalisation, obtenir la légalisation et puis repartir. Ils ne sont pas très nombreux. Parce que quand je parle d'accès, ce n'est pas que vous avez un smartphone. Il faut avoir une connexion conséquente. Et c'est de ça que je parle. Donc, il faut d'abord avoir le smartphone, avoir la connexion et savoir aussi le faire. Bon, si vous avez les deux, quelqu'un peut vous assister. Ça, c'est possible. Au niveau des services des impôts, des gens peuvent vous assister. Mais vous prenez votre engin pour une légalisation. Vous faites un détour dans un hôtel de finances pour qu'on vous aide à avoir votre thème avant d'arriver au niveau du commissariat. Et alors qu'en principe, on ne devrait même pas imprimer. On ne devrait pas imprimer le timbre, puisque c'est numérique. Maintenant, il y a des données, des numéros qu'on reporte sur le document à légaliser. Ce que l'agent administratif, celui qui est chargé de la légalisation fait, il prend son smartphone également et puis il l'oblitère. Et en même temps, on désactive. À partir de ce moment, ce thème-là n'est plus réutilisable. C'est fini. Mais maintenant, compte tenu de la difficulté, les revendeurs ont trouvé aussi une astuce. C'est d'aller générer les timbres, les imprimer en physique et couper.
parfois en couleur, parfois en noir et blanc, et venir revendre. Et là, l'agent qui légalise également, il oblitère avec son smartphone. Et puis, maintenant, ils prennent le stylo comme ils le font, voilà, et puis on légalise et vous partez. Donc, on a voulu régler un problème qui n'est pas encore totalement réglé. Mais tous les services ne l'avaient même pas. Les services judiciaires n'avaient pas la capacité de pouvoir vérifier la fiabilité du timbre généré et numérique. Je ne sais pas si maintenant c'est réglé. Donc vous partez parce qu'on doit vous donner un acte au niveau de la justice. Par exemple, vous devez prendre une ordonnance, vous devez prendre les différents actes administratifs que sont le certificat de nationalité, le casier judiciaire, mais vous partez, vous dites que c'est e-timbre. Il dit, franchement, moi, nous ne pouvons pas. On n'a pas la logistique pour pouvoir le faire. On n'a pas les moyens pour pouvoir le faire. Et vous êtes coincé. Bon, peut-être que là, maintenant, c'est réglé, mais au début, il n'y en avait pas. Donc, il y a toutes ces réalités à prendre en compte dans l'évolution. Mais je dis c'est bien d'avoir lancé, parce qu'il y en a qui arrivent à le faire, à le générer et à le faire. Mais bon, petit à petit, ça va finir par prendre. Ça va finir par prendre. Mais maintenant, je pense aussi que il va falloir que les services des impôts voient comment est-ce que peut-être sur les sites, parce qu'il y a des sites où il y a beaucoup de légalisation qui se font. Est-ce que c'est possible d'avoir des agents là-bas? Pendant un certain temps, je ne sais pas. Mais c'est pas simple. La vérité, c'est que ce n'est pas simple. Alors, juge Fava, quel est votre regard par rapport au timbre numérique qui, quelques mois après son lancement, connaît un certain nombre de difficultés? Oui, quand on regarde, moi je suis d'accord avec Bernard, vous savez, tout ce qui est nouveau, il y a souvent le développement d'un caractère excessif avant d'y adhérer et puis de comprendre les facilités que cela offre. C'est indéniable, il n'y a pas à débattre là-dessus. La question de la digitalisation, c'est quelque chose vers lequel nous sommes obligés d'aller. Ce sont des outils nouveaux qui facilitent notre quotidien. Imaginez-vous aujourd'hui, ne serait-ce que à l'étape service, si tout ce que nous écrivons, que nous envoyons, nous devons l'imprimer pour nous le partager, en termes de charge, on sait ce que cela fera, et même pour l'amortissement des imprimantes que nous avons et tout. Donc, c'est des éléments de facilitation et qui permettent des économies d'échelle. C'est ça, en fait, le principe. Parce que, avec le timbre, comme on l'a traditionnel, il faut d'abord le faire fabriquer. Et quand on parle de le faire fabriquer de sorte à ce que vous puissiez l'identifier. De ne pas permettre à ce que toute personne qui ait la même technologie puisse le produire. Sinon, ça devient ça crée des déperditions et ça devient compliqué pour vous. Donc, il y a un coût de production. Après, il y a l'entreposage, parce qu'il faut bien l'entreposer à un moment donné et puis le dispatcher en plus. Donc, tout ça, ce sont des coûts. Maintenant, avec la digitalisation, il y a comment on appelle ça, il y a une plateforme qui vous génère tout ça, mais et ça reste virtuel, ça reste sur voilà, le numérique. Donc ça fait des économies d'échelle. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on opérationnalise les choses de sorte à ce que ce soit plus accessible. Étant entendu qu'on a une bonne partie de la population qui est, et ça c'est le premier principe limitant, qui est d'abord analphabète. Parce que quand vous dites à quelqu'un de suivre un process, il faut qu'il sache déjà au moins lire, pour savoir où il va aller cliquer et tout. Ça devient une limite objective. Mais c'est là aussi où vous allez vous rendre compte que il y a ceux-là qui viennent maintenant comme pour aider, mais qui font en même temps leur business. Parce que jusqu'à aujourd'hui, malgré la digitalisation, il y en a qui viennent et qui vendent et le thème physique et le thème digital. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vendent quelque chose que vous et moi pourrions acheter? C'est parce que celui qui vient ne sait même pas comment on fait. Donc il est obligé d'aller faire quelqu'un qui peut le faire rapidement, qui lui dit moi j'ai déjà ça, pas un problème, donc je fais. Donc est-ce que là-dessus peut-être on est dans la question de l'économie d'échelle, mais est-ce que pour le citoyen lambda qui se plaignait du fait qu'il y a une spéculation sur le thème, il se retrouve dans la mesure nouvelle? Il ne se retrouve plus parce qu'il s'est dit, même avec ça, je continue encore de passer par des gens, je continue de payer. Donc là, ça renforce le caractère excessif relativement au changement nouveau qui est en train d'être mené. C'est pour ça que quand on fait ce genre on va dans ce genre de dynamique, il faut aussi prévoir
la facilitation de l'utilisation. J'ai aimé le communiqué qui dit qu'il y aura une campagne, un genre de campagne de communication justement sur les process. Quand vous lisez le communiqué où on rappelle où il y a des mises en garde sur la réutilisation des timbres et tout. Il informe par ailleurs que des mesures sont prises pour faciliter l'oblitération du timbre dans les localités et faciliter son appropriation par les citoyens. L'appropriation, c'est ce sur quoi l'accent devrait être mis dès le départ. On devrait commencer par là donc. C'est par là qu'on devrait commencer. Parce que comment utiliser quelque chose qu'on n'a pas, dont on ne s'est pas approprié. Et puis, dans l'appropriation, il faut, autant vous dites, vous pouvez aller acheter, mais autant dans ces services-là, il devrait y avoir, pour moi, des agents qui, lorsque quelqu'un ne sait ni lire écrit, là, il vient et puis on lui dit, bon, on fait comme ça. Et puis on lui montre. Mais on fait avec lui. Si vous ne faites pas ça, c'est dehors que quelqu'un l'accostera pour le faire. Mais le problème de fond, parce que moi j'ai lu un article très intéressant de lefaso.net là-dessus, où en tout cas la plupart saluent évidemment l'initiative parce qu'ils épousent en tout cas le fond de la dynamique, mais ils voient qu'il y a encore des problèmes. Lesquels problèmes? La question de l'oblitération dont on parlait tout à l'heure, des lignes, c'est-à-dire qu'il y a des fils qui continuent d'être longs juste pour pouvoir oblitérer le thème que vous avez. Ça c'est un. Des démarcheurs qui continuent dehors parce qu'ils vendent même le timbre, le e-timbre. Et en plus, et je crois que c'est ça le problème de fond, ce qui est dénoncé aussi par certains, c'est quelquefois un genre de système qu'on n'a pas pu on n'a pas pu comment dire cela, on n'a pas pu briser même avec le e-timbre. Vous venez en définitive, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez légaliser un document. Il y a des démarcheurs qui sont dehors parce que celui qui vend le timbre là, il a aussi ses entrées à l'intérieur pour faire légaliser les affaires là très vite. Et vous lisez même l'article de lefaso.net dans les réactions que vous avez après. Je dis c'est très intéressant. Il y a un qui dit et qui raconte sa mésaventure. Facilement il achète son timbre. Maintenant pour le faire oblitérer c'est tout un problème. Il va de lieu en lieu parce qu'il s'est dit bon, comme ici à l'affluence on va faire comme ça. Il se rend compte que c'est peut-être la question de l'oblitération qui pose problème. Il se résout donc à faire son rang. Les démarcheurs qui l'ont accosté dehors, il les retrouve en train de venir avec des piles de documents, de gens évidemment qui sont dehors, qui attendent, hein. Et on prend, lui à son tour, il voit qu'on traite les documents que le démarcheur a envoyé de dehors là, avant même de s'occuper de lui. Et lui il est encore dans la file, il le regarde. Donc c'est pas seulement le e-timbre en tant que tel, c'est tout le process là qu'il faut repenser. Donc on a comme un réseau qui est souvent assis et qui travaille à ce que, bon, quand vous venez, si vous êtes pressé, le bon choix pour vous, c'est le démarcheur. Mais ne voyez pas que le démarcheur, c'est un réseau, avec l'agent qui est à l'intérieur y compris. Je crois que c'est ça aussi le problème. Et moi, là-dessus, j'ai lu beaucoup d'approches qui, pour moi, peut-être on peut dire que ça peut être... c'est pas bien, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas décider que quand tu es pressé, voilà le prix, tu paies le prix, et puis pour le reste là, vous pouvez faire le rang, il n'y a pas de problème, il y a le prix habituel. Parce qu'on tiendra compte de tout le monde et des réalités des uns et des autres. Oui, mais ça va faire grincer les dents, mais c'est comme ça le système. Souvent quand vous voulez que quelque chose se passe très vite, vous savez comment vous faites. Mais pourquoi est-ce que ça ne bénéficierait pas directement à l'État lui-même? Quand vous allez en banque là, il y a des gros clients, on les traite de côté. Vous-même, est-ce que vous vous en plaignez? Vous voyez la porte là, est-ce que vous vous en plaignez? Je veux dire que, est-ce qu'il ne faut pas penser ça? Maintenant, c'est clair que ça fait du demandeur du service de l'État un genre de stratification qui peut déranger, et ça, moi, j'en conviens. Mais il faut qu'on trouve vraiment une solution à cela. Soit l'agent est facilitateur pour un process qui est nouveau, et donc ça permet la fluidité des choses, ou bien on n'est pas sincère, on crée toujours le moyen de faire perdurer un système, on fait des changements qui sont importants et intéressants, mais le système en lui-même qu'on veut casser là, il continue de demeurer.
Et ça devient contre-productif. Et c'est ça le souci. Alors, juge Bougma, le timbre numérique, on l'apprécie, c'est une bonne trouvaille. Ça permet d'accélérer, de gérer un certain nombre de choses, mettre fin à un certain nombre de lourdeurs que l'on a sur le plan administratif. Mais il y a ces réalités. Comment est-ce qu'on s'en sort finalement? Il y a une proposition qui a été faite par le juge Favara. Est-ce que vous partagez cette proposition? Oui, moi je la partage entièrement. Mais je dis qu'il faut renforcer le dispositif. Regardez, vous prenez une commune rurale. Si des gens ont besoin de légalisation dans une commune rurale, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'y a pas quelqu'un pour le guider, il y en a qui n'arrivent pas. À l'échelle village, souvent c'est compliqué de trouver quelqu'un qui va maîtriser tout le circuit, qui peut avoir d'abord une bonne qualité de connexion dans la localité, pouvoir suivre tout le process et puis maintenant aller pour la légalisation. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que pour cette phase-là, il ne faudrait pas des agents des impôts, même si ce n'est pas dans toutes les localités, pour faciliter. Parce que quand le timbre mobile, le timbre physique va disparaître totalement, il y aura une réalité. Demandez au directeur d'école ou au proviseur pour cette année, comment est-ce qu'ils ont souffert pour les timbres des dossiers des élèves. C'était pas simple, hein? Où avoir le timbre? Le timbre de 200 fait 800. Vous avez dit à l'élève que le timbre c'est 200, il envoie 200. Et puis je ne vois pas un directeur d'école qui va aller payer un timbre à 800 pour les dossiers. Et c'est combien de dossiers? C'est des centaines par école. Vous faites quoi? Donc il fallait maintenant revenir au e-numérique généré avec de l'assistance pouvoir. Parce que tous ces éléments n'avaient pas été pris en compte au lancement. Donc c'est à l'arrivée que le problème s'est posé. Est-ce qu'il faut aller imprimer, générer, imprimer, couper et aller donner? Ou bien il faut prendre le temps maintenant de... Donc c'était compliqué. Mais j'ai dit que ça va permettre d'améliorer au fur et à mesure. Maintenant dans le communiqué, il y a un élément qui est fondamental. Non, plusieurs éléments. Le premier élément qui est fondamental, effectivement, si vous collez un timbre mobile sur un dossier, si c'est déjà légalisé, vous ne devrez plus le décoller pour le coller sur un autre. Ça, c'est la faute si l'on en vient à le faire. L'utilisateur. Ah, vous voulez me dire que la fraude est permise? Non, parce que si je vous entends ce que vous êtes en train de me dire, c'est comme si vous dites à qui la faute, si vous pouvez tricher. Non, on dit que ce n'est pas permis. C'est pas permis, c'est pas permis. Il y en a qui ne savent pas que c'est pas permis. C'est à eux que je parle. Celui qui sait que c'est pas permis et qui le fait, ça c'est en toute conscience. Mais il y en a qui ne savent même pas que ce n'est pas permis. C'est pourquoi à la légalisation, on griffonne le timbre. C'est l'obligatoire. Pourquoi vous ne puissiez plus, vous ne pouvez plus l'utiliser pour faire quoi que ce soit. Mais après, et ça, parce que monsieur cherche un timbre qui ne gagne pas, il part regarder. Ah, moi j'avais un vieux dossier, même une demande qui n'a pas prospéré, il décolle ça. Parce que quand c'est sur une demande, en général, que vous avez collé, bon voilà. Mais si ça a été déjà légalisé, c'est difficile même que vous puissiez le prendre parce que quand on légalise le timbre là, il met des langues là-dessus. Maintenant pour le e-timbre, le communiqué dit que le directeur général des impôts invite les agents publics et les usagers à se départir des pratiques répréhensibles, notamment décollage des timbres mobiles déjà utilisés, vente irrégulière des timbres fiscaux mobiles, impression et vente de timbres numériques. Vente et ou utilisation multiple d'un même timbre numérique, non-oblitération des timbres. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, il est interdit d'imprimer et de vendre le timbre numérique. Je suis d'accord. Mais maintenant, comment est-ce que l'usager va faire? L'usager arrive, il n'a pas... C'est l'agent légalisateur là qui va générer le e-timbre pour lui, s'il n'a pas un smartphone. Et puis ça peut arriver, hein. Monsieur n'a pas de smartphone ou bien a un problème de connexion. Comment on fait pour que la personne puisse légaliser? C'est là où toute la question peut se poser. Est-ce que la digitalisation dont on a besoin tient compte d'un certain nombre de réalités dans le milieu déconcentré, juge Vara? Moi-même, c'est pas ça. C'est dit... moi, je me disais que ça coulait de source. Hein. C'est dire que ce n'est pas que réutiliser un thème... c'est-à-dire que utiliser un thème déjà utilisé soit interdit. C'est pas ça le problème. Pour moi, ça ne devrait même pas être possible. Parce que on parle de digitalisation. Oui, ça veut dire que derrière, il doit avoir un process intelligent qui permette
à ce que l'utilisation soit unique. Ça veut dire que dès que l'oblitération, pour moi, c'est faite, logiquement, c'est fini. C'est-à-dire que sa vie est terminée. Oui. Mais comment est-ce que ça peut être possible? C'est la question que je me pose. Qu'on puisse l'utiliser plusieurs fois. Parce que quand je lis le communiqué, j'ai comme l'impression que ça veut dire qu'on peut l'utiliser plusieurs fois. Mais derrière, je me pose la question, la vigilance là, c'est quoi? Parce que de façon physique, qu'est-ce qu'on fait? Pour un thème, on l'a cacheté, vous savez que ce sera difficile de l'utiliser. Pourquoi est-ce que le cachet y est mis? C'est pour lui donner, pour mettre fin à sa durée de vie. Mais donc je me dis, lorsqu'on est passé en digitalisation, ça veut dire que derrière il y a un processus intelligent qui fait que l'usage est unique. Donc il n'y a pas même à dire que je vous interdis de réutiliser, puisque ça ne devrait pas être possible. Vous me comprenez? Donc moi-même le communiqué, c'est cette partie que j'ai pas bien pigé. Je me suis dit bon, oula, ou bien parce que vous savez, il y a toujours des gens qui sont malhonnêtes. Lui-même, quand il lit ça, il dit ah non, on peut utiliser ça plusieurs fois. Moi-même, je ne savais pas. Son commerce a commencé. Est-ce que vous me comprenez? Il profite des failles. Ah, mais oui, mais c'est comme ça. Les gens profitent des failles du système. Donc, moi, quand je lis ça, j'espère me tromper. Mais le communiqué semble dire que c'est possible de l'utiliser plusieurs fois. Donc ça veut dire que pour moi, c'est une faille du système. À la vérité, ce n'est pas de rappeler aux gens que c'est interdit, c'est travailler. Parce qu'on est en digitalisation, ce sont des comment dire cela, c'est des plateformes qui sont générées et qui sont intelligentes. Et donc, si elles fonctionnent très bien, logiquement, on ne pouvait pas avoir plusieurs utilisations. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on nous rassure. Parce qu'avec ce communiqué, pour moi, ça ouvre plus de brèches moins bonnes que ça ne nous rassure. Et nous passons au deuxième sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. Bien, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein en terre ivoirienne. C'est une CAN pleine de suspense, de surprises et surtout de rebondissements. Juge Bernard Bougma, vous en avez fait un avant-propos. Cette CAN est indéniablement pleine de suspense. Oui, c'est une CAN de suspense d'ailleurs. En mathématiques, il y a un chapitre qu'on appelle les probabilités. Donc on est dans les probabilités. C'est des calculs à n'en pas finir. Et quand vous prenez les scénarios, les spécialistes qui font les calculs, mais c'est pratiquement une page. Quand vous prenez, parce qu'il faut en ce moment on prend en compte tous les matchs, même des autres poules. Parce que maintenant parmi les troisièmes, il faut compter avec les meilleurs troisièmes. Donc il y a toute cette chaîne de calculs qui se fait. Donc pour notre cas, on était dans les calculs. Et hier, les spécialistes disent, bon, déjà le Burkina est qualifié. J'ai dit avec ou sans victoire. On me dit oui. Il dit ok. Mais ce n'était pas possible si telle équipe n'avait pas eu tel score. Il dit ah. Donc, et on informe également que avec la défaite, le Ghana, le retrait du Ghana, ça donne des chances à la Côte d'Ivoire. Et même là, ce n'est pas encore fini. Donc voyez-vous, on est dans c'est vraiment des calculs. Et ça, c'est ça qui donne à cette CAN son côté piquant, son côté suspense là, parce que c'est chic à voir, c'est du jeu. Ça veut dire qu'aucune équipe aussi aujourd'hui n'est à négliger. Il n'y a pas d'équipe à négliger. Et la surprise peut venir effectivement de partout. Donc les équipes se tiennent. Les équipes se tiennent et aucune équipe ne se dit qu'elle est venue pour seulement de faire valoir. Il y a eu des cas où quand vous regardez les équipes, le classement des équipes, vous savez déjà, vous avez une idée du huitième de finale sans surprise, des huitièmes de finale sans surprise, des quarts de finale sans surprise. Mais cette CAN-là, c'est pas évident. Il n'y a pas de favori en tant que tel. Et la surprise peut venir effectivement de partout. Donc on sent que c'est des gens également qui se sont très bien entraînés pour venir à cette CAN. Et ça, c'est une CAN de suspense. D'accord. Alors, juge Favara, les calculatrices sont sorties depuis hier. Les étalons sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est une CAN où on a l'impression qu'il n'y a véritablement pas de petites équipes. Chaque équipe a sa chance. Oui, chaque équipe a sa chance. C'est vrai qu'il n'y a pas de petite équipe, mais il y a des équipes qu'il fait bon d'éviter. Je pense que ça, il ne faudrait pas qu'on se le... Moi, quand je regarde un Sénégal,
c'est pas bon de rencontrer un Sénégal actuellement. Donc, si vous pouvez être finir en tête dans votre poule, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et c'est ce que je souhaite aux étalons ce soir, c'est de prendre nos points, être en tête et puis espérer rencontrer une équipe qui, quand on regarde le palmarès, est prenable. Bon, je pense que déjà ça, c'est important. Parce qu'on a beau dire, non, le foot reste le foot. On a vu avec l'Algérie ce qui s'est passé, comment ils sont revenus. C'est parce que l'Algérie aussi a cette histoire de football et a un palmarès. Donc c'est cela aussi la réalité. Donc il n'y a pas de calcul pour moi à faire, ne serait-ce que pour ce qui concerne le match de ce soir. Hubert Velud l'a dit lors du point de presse. Parce que n'oublions pas, les Palancas des Grâces, ils ont 4 points plus. C'est 4 points plus 1, non? Comme le Burkina, je pense. Maintenant, je crois que sur la question du but, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Moi, je pense qu'il faut chercher à être premier de la poule. Il n'y a pas de débat à faire, il n'y a pas de calcul à faire. Donc, comme ça, vous êtes sûr d'éviter certaines équipes. Parce que depuis, quand on regarde, il y a des équipes qui ne font pas bon, en tout cas, avoir à rencontrer maintenant. Parce que vous savez, les matchs à confrontation directe et à élimination, c'est du 50-50. Mais il y a des équipes qui sont très en forme et qui déroulent un jeu qui est très impressionnant aujourd'hui. Et c'est le cas du Sénégal, pour moi c'est des équipes évitées. Deuxième élément, c'est qu'il faut se faire confiance, il faut se donner confiance. Quand on prend le cas des étalons, regardez, notre premier match, on prend nos 3 points, mais sans rassurer. Tout le monde convient que face à la Mauritanie, on sait que c'est en tout cas entre griffes un petit poussé et on se disait bon, peut-être qu'on va écraser. Mais là, quand vous regardez, on gagne, mais sans rassurer parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, on n'a pas vraiment vu le fond de jeu, les choix n'étaient pas forcément les plus partagés, mais on a eu la victoire et ça, on s'en est contenté. Le deuxième match, on commence face à l'Algérie timorée. On sait que l'Algérie aussi, c'est une foot de guerre. C'est une équipe qu'on connaît très bien. Mais après, grâce à des moments, voilà, d'abord le premier but qui vient à un moment de domination, parce qu'on est dominé. Lorsque le premier but arrive, c'est-à-dire qu'on n'avait pas inversé, on n'était pas parvenu à inverser la tendance, mais ça a tout changé. Ça a tout changé et puis on a le penalty qui vient avec une faute de défense et tout. Et on a su le contenir jusqu'à la fin. C'est là où ça a été intéressant. On a senti un Burkina qui sait gérer son match. Donc, entre le premier match et le deuxième, on sent de l'assurance qui vient. Mais ça doit monter crescendo parce que quand on arrive à des phases à élimination directe, il ne faut pas s'amuser. Parce que ce que vous avez, ce avec quoi vous venez, ce sont vos convictions. Quand vous venez sans grosse conviction, ça devient très difficile. Et ça serait intéressant que pour le match, par exemple, de ce soir, si on prend les 3 points, ça nous met beaucoup plus en assurance. Et je pense que ça, pour moi, c'est... Et puis bon, disons-nous la vérité, on n'a pas la calculatrice dans la main comme les autres. Au moins ça, c'est fait. C'est pour ça que vous faites référence à une équipe particulière. Non, du tout. Alors, juste maintenant, Bougba, lorsqu'on regarde un peu les 2 premiers matchs de nos étalons, le match face à la Mauritanie, le match face à l'Algérie, comment est-ce que vous entrevoyez le match de ce soir qui, selon le juge Geoffroy, va être tout de même décisif, car pour lui, il faut nécessairement prendre la tête du groupe? Bon, comment je vois ça? Vous savez qu'avec les étalons, on est sûr de rien. Donc, faisons attention. Je ne veux pas m'aventurer sur comment est-ce que je vois le match. Mais ce que je veux dire, pour nous mettre à l'abri, effectivement, c'est de prendre le match. On prend la tête de poule et ça nous permet d'éviter le Sénégal. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le Sénégal est en forme. En plus du Maroc qui n'a pas apparemment la même forme que le Sénégal. Mais les Sénégalais sont très concentrés, et savent ce qu'ils sont venus chercher dans cette CAN. L'avantage du Sénégal, vous avez leur entraîneur. Aliou a fait combien d'années avec ces joueurs-là? C'est devenu une famille. Ils se connaissent très bien. Il a fait plusieurs CAN avec eux et il a remporté une CAN avec eux. Et il est toujours avec eux. Donc, ils se comprennent à demi-mot. Chacun sait ce que l'entraîneur veut quand il fait tel geste. Donc, ça, c'est vraiment une équipe. Et ça, c'est vraiment une équipe. Et donc, la suite, ça va c'est important, effectivement, de faire en sorte que nous puissions prendre Parce que si nous sommes deuxième, nous savons également ce qui attend. Si on prend une défaite,
Nous savons ce qui nous attend également. Mais c'est ça aussi la donc pour nous mettre à l'abri, c'est tout. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Ça, moi, je ne sais pas. Ça, c'est sur le terrain. Pour ceux qui ont le courage de regarder les matchs à la télé, qui vont regarder, puis après, voilà, faire le commentaire. Parce que, en toute sincérité, ce qu'il y a à faire, faut pas se voiler la face. Le Sénégal, juste pour le moment, c'est un gros morceau. C'est vrai que je disais qu'il n'y a pas d'équipe favorite en tant que telle, mais le Sénégal, elle est en forme. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, en football, tout peut arriver. Et avec nos étalons ici, ils sont capables de tout. De surprendre aussi, hein. Et de bien surprendre. Ça aussi, c'est possible. On l'a vu à des CAN où des étalons ont agréablement surpris. Ou ont désagréablement surpris. C'est aussi possible parce que c'est ça aussi le jeu. Alors, juge Favara, où est-ce qu'il faut mettre beaucoup plus l'accent? Il est vrai qu'on a un gardien de but, Hervé Kofi, assez étincelant, mais au niveau de la défense, du milieu ou de l'attaque, où est-ce qu'il faut mettre l'accent pour vous? Moi, je crois que peut-être la question du milieu, c'est là où on va voir ce que Velud pourra faire, parce qu'il y a Guira qui est blessé. On dit que c'est quoi, 5-6 mois? Et puis il y a Touré qui a pris par carton cumulé voilà, la sanction de ne pas jouer le match. Alors qu'on sait que c'est des éléments quand même qui pèsent pour ce qui est de notre milieu. Quelle alternative? Voilà la question aujourd'hui. Et puis peut-être que ça sera aussi l'opportunité de chance pour certains. On attendra de voir peut-être sur ce chapitre-là les choix de Velud. Maintenant en défense, on a quelqu'un qui est à la fois comment dire cela, rassurant, mais en nous partageant quelquefois des peurs. C'est Tapsoba. J'ai dit, il est tellement serein qu'on a tellement peur. Et quand je le dis, c'est pas une figure de style. J'ai dit que sa sérénité déconcerte, mais en même temps, vous savez que son geste, il est juste. Et quand vous regardez le penalty qu'on a eu, c'est parce que il prend le temps du calcul pour avoir l'ouverture et la bonne. C'est pas, mais ça aussi, ça se passe avec des erreurs possibles qui ne peuvent pas être rattrapées. Parce que quand vous le voyez, quand il prend souvent ses aises, derrière c'est le gardien, il n'y a plus personne. Et c'est ce qui fait un peu peur. Mais bon, jusqu'à présent ça marche bien, et puis bon, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Et quand vous regardez qualitativement dans cette CAN, c'est quelqu'un qui a eu toujours le geste clinique. Donc c'est ce qu'on attend. Maintenant à côté, quand on regarde, il est parvenu aussi à faire, adopter sa façon aux autres. Et avec les autres, le problème c'est qu'il n'y a pas forcément la même assurance. Donc quelquefois, toutes les passes qu'on a derrière, ça fait un peu peur. Il y a des moments où les pertes de balles, ça se paye vraiment cash. Et surtout que l'Angola et nous, on se connaît très bien. Je crois que c'est de part et d'autre, c'est assez étudié. Et pour moi, côté défense, jusqu'à présent, je pense qu'on a montré un très bon visage. Et surtout, avec quand on regarde, je vais pas dire surtout avec l'Algérie, parce que ils nous sont revenus, ils nous ont rattrapés au score, avec quelquefois des erreurs qui n'ont pas pardonné. Bon, il y a des moments de pression où vous pensez que la défense va craquer, mais elle continue de tenir. Mais quand on regarde avec l'Algérie, quand on accélère aussi, bon, on finit par encaisser. Donc, peut-être c'est ces petits éléments-là qu'il faut corriger. Maintenant, il faut dire aussi que bon, en matière pour l'attaque, quand Bertrand est là, il y a une physionomie de jeu qui change, parce qu'il vient, il est très impactant. On est très Bertrand dépendant. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors que c'est quelqu'un qui n'est pas à 100%. Donc, on ne peut pas lui donner tout le temps de jeu. Maintenant, il y a le calcul. Quand on a des joueurs comme Bertrand qui ne sont pas à 100%, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, l'Angola, bon, écoute, j'ai une CAN pour laquelle j'ai des ambitions peut-être jusqu'à la finale. Est-ce que je ne vais pas permettre à mes joueurs qui ne sont pas à 100% l'opportunité de se remettre? Mais en même temps, quand je décide ça, est-ce que j'assume mon match du soir? C'est tout ça. C'est vrai, il y a peut-être l'ambition d'avoir des garçons qui sont plus en forme après parce qu'ils sont pas à 100%. Mais est-ce que pour le match aujourd'hui, on fait comment? Ou bien on leur donne un petit temps de jeu en espérant que tout le temps avant,
on est ceux à qui on a donné la chance qui arrivent à scorer, et puis bon, là peut-être on peut se passer même de les faire entrer, ou bien il faut venir les faire, il faut qu'ils viennent en sapeur-pompier, parce qu'à chaque fois que Bertrand est venu, c'était un peu aussi en sapeur-pompier, il fallait impacter dans le jeu. Donc c'est pour moi, ça devient un choix cornélien. Ça devient un choix cornélien. Juge Bernard Bougma, pour assurer les 3 points de ce soir face à l'Angola, où faut-il mettre l'accent pour vous? Milieu, défense ou au niveau de l'attaque? Non, mais puisqu'on joue pour gagner, puisqu'on veut forcément gagner, comme on veut forcément gagner, il faut blinder la défense et l'attaque. Marquer et se défendre. Et donc, c'est ça aussi la réalité, quoi. Donc, on veut gagner. Si on partait sans enjeu, bon, il y a des... vous n'êtes même pas obligé d'aligner tous les joueurs pour les conserver pour les prochaines... voilà. Mais il y a un match d'enjeu qui vient. C'est-à-dire que si on n'est pas premier, nous allons jouer contre le Sénégal, que beaucoup redoutent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, quand vous entendez les commentaires, ils sont nombreux qui disent qu'il faut éviter le Sénégal. Ce que j'ai dit, c'est en tout cas, ils sont nombreux qui disent qu'il faut éviter le Sénégal. Il faut éviter le Sénégal. Et c'est ça même le risque. Parce que, à fait de se dire qu'il faut à tout prix éviter le Sénégal pour se mettre à l'abri, si d'aventure on rencontre le Sénégal, ça risque d'être une pression supplémentaire, une charge émotionnelle de trop. Et on risque d'aller avec un mind de perdant. Donc, ce qu'il y a au niveau où la compétition est arrivée, c'est de dire, quelle que soit l'équipe que nous allons rencontrer, on a une victoire à aller chercher. Mais maintenant, si nous devons gagner parce que nous voulons éviter une équipe, alors que si cette équipe également progresse, on peut se rencontrer même en finale. T'en fais quoi? On peut se rencontrer même en finale. Donc, ce qu'il y a, c'est de gagner et des matchs. Et s'il y a un match à jouer, c'est à jouer. D'accord. Donc, mais maintenant, quel dispositif l'entraîneur doit mettre en place, qui il va aligner, nous le payons pour ça. Et ça, je suis désolé de le dire, c'est comme ça. Nous attendons un résultat pour ça, il a des hommes pour ça. Donc, qu'il nous sorte un classement qui nous fasse gagner ce soir. C'est tout ce que nous cherchons. Et ça, je ferai dire souvent que je suis un supporter exigeant, oui, très. Et nous attendons nécessairement les 3 points. On va terminer par là. Que dire de ce système qui a révolutionné le football et qui se constate au cours de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'arbitrage vidéo jugé au faveur? Non, mais l'arbitrage vidéo, ça vient rendre justice au jeu. Parce que, regardez, quand vous prenez le cas des étalons, on a été pendant longtemps aussi victime d'arbitrage douteux. Ça, il faut qu'on se le dise. Il y a la mémoire peut-être de ce qui a été rattrapé un peu, mais c'était avec notamment Pitroapa. On lui refuse un penalty fait et puis il prend un carton et tout. C'est des faits de jeu qui peuvent changer le cours des choses. Mais ça, et quand vous regardez avec la VAR, bon, et puis c'est fini, hein. Nos frères de là où je ne vais pas citer, qui aiment perdre du temps alors qu'on ne l'a même pas touché, et qui, lorsqu'il sait que la caméra n'est pas sur lui, te donne un coup de coude. Bon, tout ça, c'est fini. Et deuxième élément, quand vous regardez, c'est qu'on a un arbitrage qui est très orienté aujourd'hui spectacle. C'est ça. Celui qui est protégé, c'est c'est l'attaquant. Il est surprotégé même d'ailleurs. Pour peu qu'il touche le ballon pour un contrôle, quand vous n'avez pas touché le ballon, que vous l'avez tapé le pied, comme ça a été pour la plupart des pénaltys qu'on a vus à la CAN, c'est sifflé automatiquement. Donc ça oblige le défenseur à être très prudent, de tenter le geste décisif que lorsqu'il est sûr de ne pas toucher le joueur ou il est sûr d'avoir le ballon. Auquel cas c'est dommageable, c'est un penalty direct. Donc ça change déjà la physionomie même du jeu et ça rend l'attaquant beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise. Et maintenant ça demande de l'intelligence dans le jeu. Ça demande de l'intelligence. Pourquoi? Quand vous prenez par exemple le match d'hier, la Côte d'Ivoire, Nicolas Pepe se serait laissé tomber que ça serait un penalty, mais il a tenté d'aller marquer. Il avait que ses yeux pour constater que le gardien était sorti. Il serait couché, que le penalty aurait été sifflé et ça n'allait jamais être un problème. Donc ça demande aussi de l'intelligence et un peu de cinéma pour nos attaquants. Est-ce que ça ne dénature pas aussi le football? Ça ne dénature, ce sont les règles. Donc regardez le penalty qui nous est accordé. Qui peut
dire qu'il n'y a pas pénalty. Mais quand vous regardez, ce n'est pas un contrôle qui part vers un but forcément. Non. Mais il y a juste qu'il a tenté de contrôler le ballon et l'autre lui a tapé dans le mollet. Automatiquement, c'est pénalty puisqu'il n'a pas eu le ballon. Donc je pense aussi que les attaquants doivent comprendre et jouer avec. Le haut niveau, quand vous prenez les Européens, c'est bien ça. Il essaie de mettre son corps en avant, c'est foutu pour le défenseur. Tant qu'il tentera de revenir, il risque fortement un pénalty. Et ça, c'est des éléments avec lesquels nos attaquants doivent commencer à jouer. Ils doivent commencer à comprendre que c'est comme ça parce que l'attaquant est favorisé dans le jeu aujourd'hui. Mais ça, si on ne l'intègre pas, et puis bon, on court à tout va, on risque de se perdre. Et vous voyez le nombre de pénaltys qu'il y a à la CAN, c'est assez décisif. Donc il faut commencer à intégrer ça dans le jeu. Pour moi, c'est important. D'accord, on termine par là. Juge Bernard Bougma, que dire de la VAR qui semble avoir révolutionné le football, notamment à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui pour beaucoup aussi dénature un peu ce football? Oui, bon, en tout cas, les gens ont fini par faire avec, compte tenu aussi du fait que justice est rendue à certains. Si. Donc ils se sont dit, bon, enfin, c'est pas mal. Parce que pour les uns et les autres, le jeu, c'est le jeu. Maintenant, on peut permettre la triche, on peut permettre de frauder par moment, c'est ça aussi le jeu et c'est ça qui donne du piquant. S'il y a une mec qui a marqué un but et que l'arbitre n'a pas vu, c'est fini, il ne peut plus le revenir. Mais maintenant, il y a une justice qui est rendue. Vous avez pris un but injuste ou bien il y a un pénalty, vous avez droit à un pénalty, c'est pas compliqué. Et donc, je pense que la VAR a réussi à s'imposer. Il y en a qui n'en voulaient pas. Mais avec l'évolution, elle a réussi à s'imposer dans le jeu. Et maintenant, les gens, il y en a qui commencent à réclamer. Pour peu qu'ils disent, bon, il faut qu'on VAR, il faut regarder pour voir est-ce que ça va. Donc, ils ont réussi effectivement à l'imposer. Effectivement, nous, on a plusieurs fois été victimes d'injustice dans le jeu. Soit un pénalty qui n'a pas été sifflé, ou bien des fautes sur nous qui n'ont pas été sifflées, mais on ne pouvait pas. Contre l'Algérie, c'est pas aussi évident. Donc, je pense que c'est comme le pénalty nigérien contre la Côte d'Ivoire. Mais ça permet également de rendre justice à des gens qui ont fourni un effort pour marquer un but ou pour refuser un but. Donc finalement, j'ai dit que ça finit par être adopté comme un autre outil du jeu. Bon, on fait avec. En tout cas, bonne chance à nos étalons pour ce match face à l'Angola ce soir et nous passons très rapidement au dernier sujet enrôlé pour cette audience du tribunal de l'actualité. Ousmane Sonko, Karim Wade, les grands absents de l'élection présidentielle en février prochain en terre sénégalaise. Juge Favara, est-ce une surprise finalement? On en avait débattu ici sur ce plateau. Pour Sonko, par exemple, ce n'est pas une surprise. Quand on sait que dans tout le process, ça a été compliqué pour lui. D'abord, son statut, parce qu'il est condamné. Deuxièmement, il y a eu l'impossibilité pour lui d'avoir mis les documents pour les parrainages. Et on a eu les décisions de justice qui, pour certaines, sont venues un peu en faveur pour ce qui est de son camp. Et les autres pour casser d'ailleurs aussi ces décisions-là. Et donc, on sentait que ça allait être vraiment compliqué pour lui. Il a fait le forcing de déposer. C'est vrai qu'il y a eu toute une communication là-dessus, mais je disais en son temps, déposer ne suffit pas parce qu'il suffit d'être sénégalais pour dire qu'on a droit à candidater. Maintenant, si vous n'avez pas l'âge, ce sont des éléments qui sont des éléments disqualifiants. Et si vous n'avez pas les parrainages, ça sera ça. Donc on regarde maintenant à l'intérieur du dossier et quand on regardait celui de Sonko, ça allait être difficile que ça passe. Ça, pour moi, c'est aussi clair que ça. Mais il y a le cas de Karim Wade. Lui, il annonce qu'il renonce à sa nationalité française, mais qu'est-ce qu'il en était du moment où il candidatait? C'est-à-dire qu'avec le dépôt des dossiers, n'avait-il pas encore la double nationalité, étant entendu que pour ce qui est du Sénégal, on ne candidate qu'avec une nationalité unique. Donc, sûrement qu'il aurait dû. Et maintenant, c'est la question, est-ce qu'il l'avait fait avant? Parce qu'on a l'impression que l'annonce de la rénonciation se fait alors que le verdict devait tomber sur les candidatures retenues. En définitive, on en a une vingtaine et de la lecture qu'on peut en faire, c'est un boulevard pour le camp Macky. Moi, je dis le camp Macky parce que pour moi, celui qui l'a désigné, c'est le camp Macky. Il n'y a pas autre chose. Et la justice a été
pour beaucoup dans voilà, la dynamique d'écarter certains, notamment comme Sonko, de faire un boulevard. Et là, c'est pour ça souvent certains se mettent à l'aise pour faire le procès de la démocratie. Mais dirons-nous que ça c'est de la démocratie? C'est pas de la démocratie. Maintenant, c'est pas pour autant que la démocratie n'est pas forcément la chose indiquée pour nous. Mais de quelle démocratie on parle? Et je répète toujours ce même exemple que je prends. Quand vous connaissez votre maladie, vous connaissez le remède et vous prenez, vous n'avez pas là, on vous dit un comprimé matin, un comprimé midi, un comprimé le soir, vous prenez un comprimé par jour. Ne dites pas que c'est le médicament qui est mauvais. C'est pas la démocratie qui est un problème, c'est qu'est-ce que nous en faisons, qu'est-ce que nous mettons. Notre démocratie à l'africaine, elle est électoraliste et souvent elle met le peuple à côté. Sinon, comment comprendre que dans le même exemple, on a le Libéria où j'ai aimé un titre où on parlait de Joy Weah qui vient de faire une belle passe. Mais il faut savoir accepter le jeu. Il faut qu'il soit ouvert et que le peuple puisse choisir en son âme et conscience. Je pense que c'est ça la démocratie. Juge Bernard Bougma, la Cour constitutionnelle qui a affiché la liste des candidats retenus finalement, Ousmane Sonko, l'un des grands absents, mais aussi à côté, Karim Wade également qui sera absent. Oui, mais bon, pour Karim Wade, je ne sais pas comment il a pu faire pour se faire prendre. Puisque il connaît le règlement. Son père était président. Il avait tenté une candidature qui n'avait pas très prospéré lors de la dernière présidentielle. Donc vous connaissez déjà les conditions pour déposer, pour faire acte de candidature. Mais justement, pour mettre toutes les chances de son côté, on l'a vu renoncer à sa nationalité mais française. En ce moment, oui, je pense qu'en ce moment, le dossier était déjà déposé. Donc vous déposez le dossier avec ça. Et vous repartez faire, vous comptez sur une rétroactivité de la loi, je ne sais pas. Mais c'est une compétition. Et s'il voit la façon dont d'ailleurs Macky Sall de façon intelligente les a écartés lors de la dernière présidentielle, Karim Wade devait savoir qu'il ne perdrait rien pour tenter encore des manœuvres. Et regardez l'affaire Sonko, qui s'est aussi fait piéger dans certaines de ses sorties. Mais lors du deuxième mandat, le deuxième mandat que Macky Sall a brigué, il a mis toutes les chances entre griffes de son côté. Il a pu mettre le tout-puissant maire de Dakar hors touche, Karim Wade hors touche, mais avec suffisamment de subtilité. C'est après que les Sénégalais ont compris que tout ça, c'était pour ça. Mais c'était trop tard. Parce qu'ils ne voulaient pas rêver, qu'ils voulaient se donner toutes les chances pour qu'il n'y ait même pas un second tour. Là, on arrive à une autre présidentielle. Et vous savez qu'il ne va pas lésiner sur les moyens. Et vous savez également quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir une double nationalité au Sénégal quand on rêve d'un destin présidentiel. Et d'ailleurs, dans la plupart des pays africains, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ça paye cash. Maintenant, les avantages aussi liés à la nationalité française, vous ne les avez plus. Donc vous comptez maintenant sur les avantages liés à la nationalité sénégalaise. Mais c'est des choses qu'il fallait regarder avec suffisamment de recul. Et dès lors que vous savez que les dossiers ont été déposés avec cette double nationalité, les chances que ça prospère, même si vous renoncez, sont devenues minces. Vous ne pouvez pas prendre autant d'années. Parce que c'est depuis de nombreuses années que Wade préparait son fils. C'est d'ailleurs ce qui a valu la démission de Macky Sall. Donc depuis cette période-là, Wade rêvait d'un destin national après son père. Donc qu'il n'ait pas mis suffisamment de gens de ce côté, ce n'est pas la justice sénégalaise que j'en prends, c'est à lui. Il devrait s'en prendre à lui-même parce qu'il est responsable de cette situation. Parce qu'il savait à quoi s'en tenir et il sait quoi faire. Maintenant, s'il avait fait tout ça et il y avait maintenant autre chose, ça oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y en a pas, c'est pas la faute à quelqu'un. Je pense que c'est le premier responsable de ce qui est arrivé. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette deuxième audience du tribunal de l'actualité. Merci à vous, juge Ofava, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Bernard Bougma, pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Soutenons le 11 national, arborons les maillots et le drapeau à l'effigie du Burkina Faso. Un clin d'œil du tribunal de l'actualité également au VDP et aux unités combattantes sur le terrain qui eux aussi jouent le ballon rond face au terrorisme. Vivement une victoire face à l'Angola ce soir. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation avec nos 3 points.